Imaginez un instant découvrir que cette ordure de mari, celui qui vous rendait la vie insupportable depuis plus longtemps qu'un hiver canadien, non seulement avait une maîtresse, mais que cette même maîtresse allait devenir votre allié unique pour envoyer ce misérable droit en enfer, billet aller simple inclus. C'est complètement fou, n'est-ce pas? On croit avoir tout vu dans cette vie, mais certaines choses font même douter le diable. Et moi, j'ai survécu pour pouvoir le raconter. Je m'appelle Arlette Dufourneau, femme de printemps bien vécue, ou plutôt bien souffert, ici à Sensé. Cette terre que tant de poètes ont célébrée, entre vignes et habitants têtus, à l'image de moi. Aujourd'hui, le soleil du matin traverse ma véranda et éclaire mes pourpiers, obstinés à fleurir malgré la rosée glaciale de la nuit, et la vie paraît presque douce. Mais qui, parmi vous, pourrait imaginer derrière cette façade tranquille le volcan qui continue de brûler à l'intérieur? Tous ces cris étouffés, toutes ces larmes avalées dans l'oreiller pour que personne ne les entende. Mes amis, ce silence dont je jouis aujourd'hui, ce luxe d'entendre seulement le chant des oiseaux et le voisin qui balaie son trottoir, ce silence m'a coûté cher, presque mon âme. Et ce n'est même pas le fer rouge de cette canaille de Marie-Marcel, qui voulait me rappeler que j'étais sa propriété, qui a laissé la cicatrice la plus profonde. Non, la vraie brûlure, celle qui me retourne encore les entrailles rien qu'à y penser, c'est sa trahison. Une trahison qui, par une ironie que seul Dieu ou le diable pourrait expliquer, s'est révélée être la clé de ma libération. Parce que la maîtresse de mon mari, celle que je croyais être un clou supplémentaire dans mon cercueil, cette femme-là, mes chers, fut l'ange tordu que le malin m'a envoyé pour m'extirper de l'enfer. C'est une histoire qui retourne l'estomac, je le sais, mais c'est la mienne, et j'avais besoin de la laisser s'échapper comme l'eau d'une cruche trop pleine. Et me voilà, ici, entouré de mes pourpiers aussi têtus que moi, qui fleurissent même sur la pierre, si on les laisse vivre. Je réfléchis à la façon dont la vie nous fait tourner en bourrique, comme dans un cirque de village. Ces mains que vous voyez maintenant, toutes ridées par le temps et caressant la terre avec une douceur presque religieuse, furent autrefois des mains tremblantes de peur, serrées par la colère, cachées par la honte. Marcel, que Dieu le juge comme il le mérite, disait que j'avais des mains de fée pour entretenir sa maison, pour que tout soit impeccable. Mais il n'a jamais compris que la même main capable de caresser peut aussi griffer, et griffer profondément. Il aimait se vanter que Sensé était trop étroit pour contenir sa grandeur, que lui, homme de vision, docteur respecté et pharmacien réputé, méritait mieux. Il ne savait pas que la ville pouvait être petite, mais qu'une femme blessée, capable de subir puis de riposter, n'a aucune limite ni mesure. Moi, Arlette, j'ai appris cela à la dure, en sentant sur ma peau l'amertume du mépris et de l'humiliation, cette douleur sourde qui s'infiltre par tous les pores et semble vouloir rester pour toujours. Mais elle finit par sortir, voyez-vous? Ou du moins, on apprend à vivre avec, à la transformer en un engrais étrange pour continuer à pousser malgré tout. Parce qu'une chose que cette terre calcaire de Sensé m'a enseignée, c'est qu'on peut plier sous les vents les plus violents, mais se briser? Ah, ça, c'est une autre histoire. Avant de réveiller ce nid de guêpes qu'est ma mémoire, ce fardeau que j'ai porté plus longtemps que je n'aurais dû, j'aimerais vous sentir un peu près de moi. La solitude, mes amis, on la connaît trop bien quand la vie vous malmène. Alors, faites une faveur à cette vieille femme. Commentez votre nom et votre village, ou votre département, ici en bas. Je veux imaginer vos visages, ressentir la chaleur de bonnes gens qui me donnent le courage de raconter ce que je n'ai presque jamais confié à personne. C'est comme si nous étions tous ensemble sur ma véranda, à boire un café fraîchement moulu, humant l'odeur de la terre après la pluie. Savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté prêt à écouter ce qu'une femme comme moi a à dire me réchauffe déjà le cœur et me rend un peu plus forte. Car mon histoire est longue, pleine de virages dangereux et de précipices où l'on manque de tomber. Et avoir un peu de compagnie, même seulement par les mots, change déjà tout. Alors, n'hésitez pas, écrivez. Je veux voir toute la France représentée, du nord au sud, de la campagne au littoral, tous ici pour écouter ce que j'ai à déverser, à enseigner, et peut-être même à apprendre encore. Parce que la vie est un apprentissage sans fin, même lorsqu'on a un pied dans la tombe. Je vais vous raconter comment un homme, censé être votre soutien, votre compagnon de route, peut devenir votre pire bourreau, l'architecte de votre enfer personnel. Et ce n'est pas l'enfer de feu et de soufre dont parlait le curé à la messe. Non, c'est un enfer plus subtil, plus pernicieux, qui vous ronge de l'intérieur sans que personne ne s'en aperçoive. L'enfer du regard méprisant, de la parole tranchante comme un couteau, du silence qui hurle plus fort que n'importe quel cri.
Marcel en était le maître incontesté. Il n'avait pas besoin de lever la main chaque jour pour me rappeler que je ne valais rien, que j'étais presque inexistante. Un simple regard de dédain suffisait, une comparaison avec n'importe quelle autre femme, un petit rire moqueur quand j'osais donner mon avis. Le pire, c'est qu'à cette époque, on nous élevait pour supporter tout en silence, pour être de bonnes épouses, pour préserver le mariage à n'importe quel prix, même au détriment de notre santé mentale, de notre joie, de notre propre existence. Mais ce que je veux que vous compreniez à travers mon récit, c'est que même au fond du puits le plus noir, même quand on croit qu'il n'y a plus d'issue, une fente de lumière peut apparaître, une main tendue peut surgir là où on s'y attend le moins. Dans mon cas, cette main est venue, souillée par la boue que mon propre mari avait semée. Elle est venue de l'autre, de celle qui, aux yeux du monde, était la briseuse de ménage, la fameuse maîtresse. Et c'est cette maîtresse qui, sans le savoir, m'a appris que l'on peut prendre le diable par les cornes et lui montrer que notre âme nous appartient. Parce que la vie, mes chers, a ces manières-là. Elle vous jette au sol, vous piétine, vous humilie. Mais si vous avez en vous une étincelle d'entêtement, un petit souffle de volonté qui refuse de céder, alors, mes amis, la partie peut changer. Et la mienne a changé d'une manière que, même dans ma plus grande détresse, je n'aurais jamais cru possible. Préparez vos cœurs, car ce qui suit n'est pas une histoire pour s'endormir. C'est la vie réelle, brute et nue, telle qu'elle est pour tant de femmes dans ce monde. On regarde en arrière et on tente de comprendre où le chemin a déraillé, n'est-ce pas? J'étais une jeune fille, pleine de ces rêves naïfs que toutes les filles ont, se mariant en blanc, avec une maison et un jardin fleuri, un mari plus ami que maître. Mais la vie, cette enseignante sévère, m'a vite montré que les rêves des pauvres deviennent souvent des cauchemars d'adultes. Marcel, quand il est apparu dans ma vie, ressemblait à un prince de conte de fées. Il parlait doucement, arborait un sourire qui faisait fondre n'importe quel cœur tendre comme le mien. Et en plus, il était docteur, ce qui, dans notre petit village, faisait presque de lui un demi-dieu. Ma mère, pauvre femme que Dieu ait son âme, était toute fière. Ma fille a fait un beau mariage, disait-elle aux voisines, la poitrine gonflée de fierté. Ni elle ni moi ne savions que derrière cette façade d'homme respectable et travailleur se cachait une bête vénéneuse, un manipulateur de première qui allait transformer ma vie en un calvaire sans fin. Au début, tout n'était que fleurs et promesses. Mais après le mariage, quand on vit sous le même toit sans échappatoire, le masque tombe, et le vrai visage du démon apparaît. Il a commencé doucement, minant ma confiance, me faisant sentir inférieure, insignifiante. Si je cuisinais, la nourriture était critiquée pour être insipide ou trop salée. Si je nettoyais la maison, il trouvait un grain de poussière dans un coin reculé juste pour me rabaisser. Si j'osais mentionner un article du petit journal qui arrivait toujours en retard au village, il éclatait de rire. Il disait que les femmes ne devaient pas se mêler des affaires d'hommes, que ma place était à la cuisine et au lit. Et moi, idiote que j'étais, élevée dans cette peur ancienne de déplaire à mon mari, d'être mal vue par le village, je me recroquevillais, je m'effaçais, devenant une ombre de moi-même. Au début, les cris que j'entendais étaient les siens, des insultes pour la moindre erreur, la plus petite maladresse. Puis vinrent les cris que je gardais au fond de moi, ceux que l'on avale pour ne pas céder, pour ne pas montrer sa faiblesse. Car montrer une faiblesse à un homme comme Marcel, c'était lui donner de nouvelles armes pour vous torturer. Et il aimait ça. Il se sentait puissant en me rabaissant. Le pire, je crois, était la solitude. Il m'avait coupé de tout le monde. Mes rares amis d'enfance, il trouvait toujours un défaut à chacune. Ma famille, qui vivait à la ferme plus loin, il inventait des prétextes pour ne pas y aller ou pour qu'ils ne viennent jamais chez nous. Ta mère parle trop, ton père sent l'étable, disait-il avec ce dégoût dans la voix qui me donnait envie de vomir. Ainsi, je me suis retrouvée seule, prisonnière dans cette maison qui paraissait belle de l'extérieur mais qui, à l'intérieur, était un donjon froid et sombre. Les journées se ressemblaient toutes, longues, pénibles, rythmées par la peur de l'heure où il franchirait la porte. Car je ne savais jamais quel Marcel allait apparaître, celui qui m'ignorerait solennellement, comme si j'étais un vieux meuble, ou celui qui chercherait n'importe quel prétexte pour m'humilier, pour me faire pleurer en secret dans la salle de bain. Et on pleure, voyez-vous, doucement, le robinet ouvert pour étouffer le son, pour que personne ne perçoive l'ampleur de notre désespoir. Mais la vie est rusée, et quand on croit avoir touché le fond, elle nous montre qu'il existe toujours une trappe plus basse. Ma trappe avait un nom et un prénom, et elle répondait à l'appel de mon propre mari.
J'ai commencé à soupçonner que quelque chose clochait quand Marcel a commencé à passer de plus longues heures à travailler tard à la pharmacie. Il rentrait à la maison avec une odeur différente, un parfum sucré qui n'était pas le mien, et un regard satisfait qu'il n'avait plus jamais tourné vers moi depuis longtemps. Un homme qui franchit la clôture croit que l'on est idiote, qu'on ne remarquera pas les signes. Mais une femme, mon amie, une femme a un flair pour ces choses qui dépassent celui d'un chien de chasse. Et moi, même avec l'âme en lambeaux, j'avais encore cet instinct d'animal aux abois. J'ai commencé à tendre l'oreille, à recueillir les moindres indices, les miettes d'informations qu'il laissait échapper. Un nom de rue murmuré par inadvertance, un appel pris précipitamment dans le couloir, la voix basse et précautionneuse. La confirmation est venue un jour gris, quand l'air lui-même semblait chargé de mélancolie. J'étais descendu en ville pour régler une petite affaire, une facture qu'il avait encore oublié de payer, comme toujours. Au retour, je passai devant une rue dont il avait parlé, la rue des Acacias, située dans un quartier plus récent, éloigné du centre. Et là, sa voiture était garée devant une petite maison peinte en jaune, avec un jardin parfaitement entretenu. Mon cœur s'est emballé, un mélange de peur et de curiosité malsaine me paralysant presque. Je me suis dissimulé derrière un arbre, comme une voleuse guettant sa proie. Peu après, la porte s'est ouverte et il est sorti, ajustant sa cravate avec ce sourire satisfait que je connaissais trop bien, celui de quelqu'un qui se régale sans se cacher. Et juste derrière lui, elle est apparue. Une femme plus jeune que moi, belle, aux longs cheveux, portant une robe fleurie qui flottait dans le vent. Elle lui a offert un baiser, long et tendre, avant qu'il ne monte dans sa voiture et disparaisse au coin de la rue. Je suis resté là, figé, sentant le sol se dérober sous mes pieds. La trahison, mes amis, a une douleur unique, différente de tout ce qu'on peut imaginer. Elle mélange la colère et l'humiliation, le sentiment d'avoir été trompé, échangé comme une marchandise usée. À cet instant, une haine intense m'a submergé contre Marcel, mais j'ai senti aussi une pointe d'envie pour cette femme, si légère, si radieuse à la porte de sa petite maison jaune. Je ne connaissais pas encore son nom, je ne savais rien d'elle, et pourtant je croyais déjà la détester. Mais la vie, cette boîte à surprises, allait bientôt me montrer que haine et amour peuvent se confondre, et que notre pire ennemi peut se révéler notre seul espoir. Mais ça, c'est une histoire pour plus tard. Pour l'instant, l'image de cette femme souriant alors que mon monde s'effondrait en 1000 morceaux me hantait encore. Le silence dans la maison devint encore plus pesant après ce jour. Si auparavant il me traitait déjà avec froideur, maintenant je devenais invisible, un fantôme glissant dans chaque pièce. Il rentrait, mangeait le repas que je préparais avec soin, le cœur en sang, et se retirait dans sa chambre. Depuis longtemps, nous ne partagions plus le même lit. Dieu merci pour cela, au moins une souffrance en moins. Et moi, je restais dans le salon, perdu dans mes pensées, ressassant cette scène de la rue des Acacias, essayant de comprendre ce que j'avais fait pour mériter tant de mépris et d'humiliation. On se blâme toujours, n'est-ce pas? On croit sans cesse que c'est de notre faute, qu'on n'a jamais été assez bonne, assez belle, assez captivante. Et eux, les hommes comme Marcel, se nourrissent de cette pensée. Plus nous doutons de nous-mêmes, plus ils se croient rois du monde, maîtres absolus de la situation. J'ai commencé à perdre du poids, à voir le peu de couleur qui restait sur mon visage s'évanouir. Les voisines, lorsqu'elles me croisaient dans la rue, murmuraient entre elles, m'observaient avec cette pitié qui fait mal plus qu'une gifle. Pauvre Arlette, elle dépérit, entendais-je parfois. Et Marcel, oh, il semblait se délecter de ma descente aux enfers. Pour lui, plus je sombrais, plus il avait de raisons de chercher du réconfort ailleurs. L'homme, cette créature complexe, et encore pire lorsqu'il se croit sans reproche. Ils ont ce talent pour déformer la réalité, se poser en victime, vous rendre folle à petit feu. Et moi, prise dans ce piège de mensonges et de souffrances, sans échappatoire, sans confidente, je restais silencieuse. À cette époque, confier une telle vérité équivalait presque à signer son certificat d'incompétence d'épouse. C'était s'exposer au jugement, à la médisance. Mais une leçon que la vie m'a apprise, c'est que peu importe combien on est écrasé, combien on se sent au fond du gouffre, il existe toujours une réserve de force dans un coin de l'âme. Un entêtement obstiné qui empêche de se laisser mourir intérieurement. Et mon entêtement, voyez-vous, a commencé à me murmurer doucement, « Tu ne céderas pas maintenant, Arlette. Tu ne lui feras pas ce plaisir. » C'est cette voix tenace qui m'a poussé à réfléchir à cette femme. Pas pour déclencher un scandale, pas pour m'affronter à lui,
car cela aurait empiré ma situation. Mais pour comprendre, pour percer l'énigme qui détruisait les derniers vestiges de ma vie. J'avais besoin de la voir, même de loin, juste pour confirmer ce que je savais déjà. Mon mariage était devenu un mausolée, et j'étais la seule veuve à y pleurer. Je ne le savais pas encore, mais cette curiosité, ce besoin de comprendre allait être le premier pas vers un renversement que je n'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous. Car le destin, lorsqu'il veut jouer un tour, orchestre ses intrigues avec soin. Et la mienne était loin d'être terminée, elle comportait encore larmes, rebondissements, mais aussi des rires étouffés et un partenariat inattendu, né de l'endroit le plus improbable. La vie est une pelote emmêlée, et seul Dieu sait quel fil tirer pour la voir se dérouler. À ce moment-là, mon fil me conduisait droit à la porte de cette petite maison jaune. Une confrontation que je redoutais plus que la mort, mais que je savais nécessaire. Parfois, mes amis, il faut faire face au monstre pour découvrir que le vrai danger dormait peut-être à nos côtés. Aujourd'hui, la véranda de ma maison à Sensé est mon refuge, mon havre de paix. Ces pourpiers que je soigne avec tant d'attention sont aussi obstinés que moi. Ils fleurissent même quand le temps est mauvais, même lorsque la terre est sèche. Ils me rappellent que la vie, même dans la dureté, trouve toujours un moyen d'apporter de la couleur là où il n'y avait que du gris. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps où la seule couleur que je voyais était le rouge de la colère et le violet de la tristesse. Le silence que je chéris aujourd'hui, ce silence était un luxe dont je n'osais même pas rêver. Ma maison, qui aurait dû être mon refuge, était un champ de bataille silencieux. Les armes, le mépris, l'humiliation, l'indifférence glaciale d'un homme à qui j'avais juré un jour amour et respect. Dans la joie et la peine, dans la santé et dans la maladie, mais je ne savais pas que la plupart du temps serait faite de peine et de maladie de l'âme. Marcel, mon défunt mari, que le diable le garde au chaud, était un homme à deux visages. Pour la rue, c'était Monsieur Marcel, pharmacien attentionné, citoyen modèle, mari dévoué. Mais entre quatre murs, il retirait son masque et laissait apparaître le démon. Il prenait un plaisir sadique à me rabaisser, à me réduire à un rien. Si j'osais émettre une opinion, un mot de travers, son regard de mépris me paralysait. Je me recroquevillais, me sentant la plus ignorante des créatures. Avec le temps, ce poison s'infiltre, on commence à croire leurs paroles. On se sent laide, idiote, inutile. L'estime de soi disparaît lentement, emportant toute envie de vivre. Et comme si l'enfer domestique ne suffisait pas, il y avait l'autre, la maîtresse. Car un homme de ce genre, qui a besoin d'écraser pour se sentir grand, ne se contente jamais d'une seule femme. Il a besoin d'un public, de quelqu'un qui l'admire, qui le trouve formidable. Et moi, au milieu de ce tourbillon, j'ai dû avaler cette trahison. Un coup de couteau glacé dans le dos, une lame qui déchire l'intérieur. Mais le plus incroyable, le plus ironique, c'est que cette trahison m'a donné la clé pour sortir de ma captivité. Car cette maîtresse, l'autre femme, est devenue mon allié, mon seul espoir de vengeance et de liberté. Une histoire qui semble impossible, digne d'un feuilleton ou d'un roman. Mais la vie, mes amis, dépasse souvent toute fiction. Ma vie pourrait remplir un livre entier de drames, de suspense, d'une fin que personne n'aurait imaginée. Quand on pense avoir tout vu, tout subi, le destin vous tend un piège, ou une main inattendue. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Au milieu de la boue, au cœur des ordures que Marcel avait fait de mon existence, j'ai trouvé une perle. Une perle brute, un peu sale, mais avec un éclat différent. Un éclat de complicité, de compréhension, et peut-être, enfin, d'espoir. Mais avant de plonger tête la première dans cette partie de l'histoire, laissez-moi respirer profondément. Je regarde encore une fois mes pourpiers. Ils me donnent ce calme, cette sensation que malgré tout, la vie continue. La beauté s'obstine à éclore. C'est avec ce calme que je vais vous raconter la suite. Pour parler de tempête, il faut avoir les pieds fermement plantés au sol, sinon le vent nous emporte. Et le vent qui a soufflé dans ma vie à cette époque, c'était un ouragan. Un de ceux qui arrachent les toits et emportent tout dans les airs. Mais je suis restée. J'ai tenu bon. Et au final, c'est lui qui s'est envolé. Et quelle satisfaction de voir sa chute. Préparez-vous, mes amis. Nous entrons maintenant dans la partie où l'héroïne, c'était moi. Celle qui décide qu'elle ne sera plus un punching ball. Nous allons voir comment deux femmes, qui auraient dû être ennemies mortelles, ont découvert qu'elles avaient plus en commun qu'elles ne l'imaginaient. Surtout un certain pharmacien, ce Marcel Canaille, qui méritait une leçon, et quelle leçon!
Une leçon qu'il se souvient peut-être encore aujourd'hui, s'il survit quelque part, frissonnant rien qu'au souvenir. Parce que quand les femmes s'unissent, surtout des femmes blessées, ah, l'âme est chère, aucun diable ne tient. Et nous deux, moi et l'autre, avons montré que le respect se mérite et que celui qui ne le donne pas doit tôt ou tard l'avaler. Mais avant d'aller directement au dénouement, au jour où tout a basculé et où la maison est tombée du côté de Marcel, il faut revenir au tout début. Quand j'étais une jeune fille pleine de naïfs espoirs, ignorant le piège que la vie me tendait ici, à Sensé. J'ai épousé Marcel, Monsieur Marcel, comme tout le monde l'appelait dans les années 60. Une époque où une femme devait faire un bon mariage. Point final. Et lui, il était l'image du parti parfait. Pharmacien respecté, commerce florissant, toujours bien habillé, avec des mots qui charmaient même les pierres. Dans la rue, à la mairie, à l'église, il était un lord, un gentleman. Mais il suffisait de fermer la porte de la maison pour que le lord devienne démon. Un tyran transformant ma vie en enfer silencieux, un enfer qu'on ne confie qu'à Dieu. L'abus n'a pas commencé par des cris ou des gifles. Non. Il est arrivé doucement, comme une maladie qui vous ronge de l'intérieur sans que vous vous en rendiez compte. D'abord, l'argent. Je ne pouvais jamais avoir un sou à moi. Laisse-moi gérer, Arlette, tu ne comprends rien à ces choses, disait-il, avec sa voix douce qui trompait n'importe qui. Et moi, idiote, je le croyais. Je pensais que c'était de l'attention, de la protection. Je ne savais pas que c'était le premier cadenas de ma prison. Ensuite vint l'isolement. Mes amis d'enfance, celles avec qui je partageais secrets et rires, y trouvaient toujours un défaut. Une telle est trop bavarde, je ne l'aime pas chez nous. Une telle est mal élevée, je ne veux pas que tu les fréquentes. Une par une, elles se sont éloignées, ou je me suis éloignée, honteuse de dire que mon mari ne les aimait pas. Ma famille, qui habitait plus à la campagne, a aussi été mise de côté. Ta mère ne cessait de gémir sur le sort de la vie. Ton frère, un rustre insupportable, et ainsi de suite. Quand j'ai compris, je me suis retrouvée seule au monde, juste lui et moi sous le même toit. Cette maison, qui paraissait un palais depuis la rue, était à l'intérieur plus glaciale qu'une tombe oubliée. Les humiliations se succédaient chaque jour, aussi amères que le pain sec que je devais avaler. Si j'osais exprimer une opinion, il me coupait net avec un « tu ne sais rien, Arlette. Tais-toi, tu gagneras à te taire ». Si je choisissais une tenue un peu plus soignée, il me dévisageait avec un mépris chargé de sous-entendus et me demandait si je voulais attirer l'attention de quelqu'un. Si je restais silencieuse, il murmurait que j'étais sournoise, une plante morte dans ce monde. Rien ne semblait jamais correct. J'étais toujours celle qui échouait, celle qui ne comprenait rien, l'idiote de service. Et le pire, c'est qu'au fil du temps, on finit par croire ce que l'on entend. Sa voix, comme un poison qui coulait dans mes oreilles jour et nuit, m'avait convaincue que je ne valais rien. Que j'étais un poids dans sa vie, une ombre inutile qu'il supportait par pure obligation. Et la peur est devenue ma compagne constante. Je marchais sur des œufs, le cœur serré, redoutant le moindre mot de travers, le moindre geste mal interprété. La tension ne me quittait jamais, pas même au moment de me coucher. Notre existence à cette époque à Sensé n'était qu'apparence. On devait prouver aux voisins que le mariage fonctionnait, que la famille était heureuse, alors qu'à l'intérieur la maison tombait en ruine. Monsieur Marcel tenait à l'image du mari irréprochable, du père respectable. C'est pour cela qu'il ne laissait jamais de marque visible sur moi. Sa violence était subtile, plus perverse encore, une cruauté invisible que personne ne croirait si je la racontais. Ce n'étaient pas les coups, mais les mots qui faisaient mal. Les regards chargés de mépris qui me faisaient me sentir plus petite qu'un grain de sable. Les menaces déguisées qui me glaçaient le sang. Si tu ouvres ta bouche pour parler contre moi, Arlette, tu le regretteras toute ta vie, disait-il avec un sourire glacial qui me faisait frissonner. Et je me taisais. J'avalais mes larmes, car la peur d'un scandale, la crainte du jugement de tout le village, était plus forte que le courage de demander de l'aide. Il y a eu un incident, minime pour un observateur extérieur, mais pour moi, c'était comme s'il m'avait arraché le cœur à main nue. Ma mère m'avait offert, avant de partir, une petite figurine en porcelaine. C'était une bergère tenant un agneau, un objet simple, mais qui avait pour moi une valeur inestimable. C'était le seul lien tangible avec elle, le seul rappel du temps où j'étais encore une jeune fille pleine de rêves avant que Marcel ne transforme ma vie en cauchemar. Je posais cette bergère sur ma commode et en prenais soin chaque jour, la nettoyant avec précaution. Un matin,
En entrant dans la chambre, je l'ai trouvé éclaté en 1000 morceaux sur le sol. Marcel était là, debout, me regardant comme si de rien n'était. Cassé par accident, il a balbutié avec le plus grand culot. Mais j'ai aperçu ce sourire mauvais au coin de sa bouche. Je savais qu'il l'avait fait exprès. Quand j'ai commencé à pleurer, ramassant les fragments avec des mains tremblantes, il a encore eu l'audace de dire « Laisse cette cochonnerie-là, Arlette. Les vieilles choses inutiles n'ont pas leur place dans ma maison. » À ce moment, j'ai compris qu'il ne cherchait pas seulement à me contrôler. Il voulait me détruire de l'intérieur, effacer chaque trace de la femme que j'avais été avant lui. Les années ont passé, lentes et grises, comme une nuit interminable. Je me sentais prisonnière de cette maison, une morte vivante errant dans les pièces, accomplissant mes tâches d'épouse comme un automate, sans âme, sans joie. Le seul espoir qui me restait était l'idée d'avoir un enfant, quelqu'un à aimer, à protéger, une raison de continuer à vivre. Mais Marcel ne m'a même pas laissé ce répit. Un enfant, disait-il, pourquoi faire? Pour compliquer notre vie? Pour augmenter les dépenses? Et comme toujours, je me taisais, avalant cette amertume supplémentaire. Il voulait que je sois entièrement à lui, une possession exclusive, non pour m'aimer, mais pour me manipuler et me mépriser à sa guise. C'est dans cet enfer de solitude et d'humiliation que j'ai découvert l'autre, ou plutôt que j'ai compris son existence. Comme je l'ai déjà dit, un homme comme lui ne se contente jamais d'une seule femme. Il a besoin de quelqu'un d'autre pour valider sa virilité fragile, pour nourrir son ego malade. J'ai commencé à remarquer des détails inhabituels. Marcel, qui ne prêtait jamais attention à son apparence à la maison, a soudain soigné sa tenue, utilisé un parfum plus fort, passé de longs moments dans la salle de bain. Ses sorties à la pharmacie sont devenues plus fréquentes et plus longues. Je n'étais pas dupe. On sent le mensonge à des kilomètres. Mon cœur de femme me soufflait déjà que quelque chose clochait. La confirmation est venue un samedi après-midi que je n'oublierai jamais. Marcel était parti prétextant rejoindre des amis pour une partie de billard, une chose qu'il ne faisait jamais. Je suis restée seule, le ventre noué par une inquiétude sourde. Pour occuper mes mains et calmer un peu mon esprit, j'ai décidé de ranger son armoire et de sortir quelques vieux vêtements à donner. Et c'est en fouillant la poche d'une veste qu'il portait rarement que je suis tombée dessus. Ce n'était pas une lettre d'amour, pleine de promesses et de serments. Non, c'était un petit bout de papier froissé, un reçu provenant d'une bijouterie de la ville voisine. Un bijou précieux, un collier en or serti de petites pierres étincelantes, un collier que je n'avais jamais reçu, qu'il ne m'avait jamais offert, même en rêve. À cet instant, une alerte rouge a clignoté dans mon esprit. Ce cadeau n'était pas pour moi, il était destiné à une autre. Tout mon corps s'est figé. Mes mains tremblaient à tel point que j'avais du mal à tenir ce petit morceau de papier, ce témoignage cruel de mon malheur. Une colère sourde est montée du fond de mon estomac. Une colère que je ne soupçonnais même pas. Mais avec cette colère est née une curiosité obsédante, presque physique, un besoin irrépressible de découvrir qui elle était, de voir le visage de la femme qui recevait ce qui aurait dû m'appartenir. Je sais, c'était un sentiment amer et mesquin, mais à cet instant, rien d'autre n'existait dans mon esprit. Je devais savoir. Je devais comprendre pourquoi il me traitait comme une moins que rien tout en dépensant notre argent pour quelqu'un d'autre. Le lendemain, un dimanche, il est reparti avec une excuse quelconque, prétendant vérifier le stock à la pharmacie. Mais je ne croyais plus à ces mensonges. J'ai attendu qu'il disparaisse au coin de la rue et j'ai pris un peu d'argent que j'avais mis de côté grâce à de petits travaux de couture que je faisais en cachette. J'ai appelé un taxi, ce qui était rare à cette époque, et j'ai demandé au chauffeur de me conduire à l'adresse de la bijouterie inscrite sur le reçu, dans la ville voisine. Arrivé là-bas, le cœur battant à tout rompre, je suis entrée et, d'une voix aussi assurée que possible, j'ai demandé si quelqu'un se souvenait d'un client nommé Marcel ayant acheté un collier comme celui-ci. La vendeuse, une jeune femme souriante et aimable, a confirmé qu'elle s'en souvenait et qu'il avait demandé la livraison à une adresse dans cette même ville. J'ai noté l'adresse, une rue dans un quartier un peu isolé, et demandé au chauffeur de taxi de m'y conduire. Lorsque le taxi s'est arrêté devant la maison, une petite maison simple mais impeccable, avec quelques fleurs aux fenêtres, un frisson glacé m'a parcouru l'échine. J'ai payé le chauffeur et lui ai demandé de s'arrêter un peu plus loin, au coin de la rue. Je me suis cachée derrière un arbre, observant attentivement. Peu après, la voiture de Marcel est apparue. Il est descendu, a jeté un regard autour de lui et est entré dans la maison. J'ai attendu quelques minutes qui m'ont paru une éternité.
Puis j'ai trouvé le courage de m'approcher doucement de la fenêtre, essayant de ne faire aucun bruit. Le rideau était légèrement entrouvert et j'ai pu jeter un œil à l'intérieur. Ce que j'ai vu a brisé le peu d'espoir qu'il me restait. Marcel était dans les bras d'une femme, une jeune femme bien plus jeune que moi, jolie, avec un sourire radieux illuminant son visage. Au cou, scintillait le collier. Il lui murmurait quelque chose à l'oreille et elle riait, un rire léger et joyeux, empli de bonheur. Et moi, là dehors, témoin de ce bonheur qui n'était pas le mien, je voyais mon monde s'effondrer une seconde fois. À cet instant, face à cette scène, je n'avais qu'une envie, disparaître, disparaître pour toujours. La douleur me transperçait, l'humiliation me brûlait de l'intérieur, je croyais ne pas pouvoir tenir. Je me sentais la dernière des femmes, un vieux chiffon qu'on utilise puis qu'on jette pour en prendre un autre, plus jolie, plus séduisante. Mais dites-moi, à vous qui m'écoutez, dans un moment pareil, la colère se dirige-t-elle plus contre celle qui rit avec votre mari ou contre ce misérable qui vous a trahi et ridiculisé toute votre vie? Dites-moi ce qui fait bouillir le plus le sang. Pour moi, mon sang bouillait à tel point que j'ai cru exploser là, en pleine rue. Mais je n'ai pas éclaté. J'ai avalé mes larmes, ma rage, et je suis retournée au taxi, me sentant plus seule et plus misérable que jamais. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début d'un retournement qui allait transformer ma vie à jamais. Rentrer chez moi ce jour-là, c'était comme entrer dans un tombeau. Chaque objet, chaque recoin de la maison me renvoyait au mensonge qu'avait été ma vie aux côtés de Marcel. La nourriture que je préparais avec tant de soin avait maintenant un goût de cendre dans ma bouche. Le lit que je faisais ressemblait à une couche d'épines. Et lui, Monsieur Marcel, continuait son rôle de bon mari, indifférent ou feignant de l'être face au tremblement de terre qui venait de se produire en moi. Il ignorait que je savais, que j'avais vu. Et moi, entre peur et colère froide qui commençaient à s'installer dans ma poitrine, je n'ai rien dit. Je l'ai laissé croire qu'il pouvait continuer à me tromper, que je restais l'idiote soumise d'autrefois. Mais quelque chose avait changé en moi ce jour-là. La tristesse était toujours immense. La douleur de la trahison me lacérait encore de l'intérieur. Mais avec elle, une petite graine d'autre chose commençait à pousser. Une chose dont j'ignorais l'existence, une volonté de ne pas me laisser abattre, un entêtement à ne pas lui offrir le plaisir de me voir briser. Les jours qui ont suivi furent remplis d'angoisse sans fin. Je vivais sur le qui-vive, scrutant chacun de ses gestes, chaque mot, essayant de déchiffrer les signes, cherchant à comprendre qui était cette femme, ce qu'elle représentait pour lui. Son nom, je l'ai découvert par hasard, lors d'une autre inattention de sa part. Il laissait tomber un petit papier de la poche de son pantalon et je l'ai ramassé avant qu'il ne s'en aperçoive. C'était un simple billet avec un nom inscrit, Solange, et un numéro de téléphone. Solange. Ce nom résonnait dans ma tête, implacable, jour et nuit. Solange. Qui était cette Solange? Que avait-elle que je n'avais pas? Pourquoi Marcel la traitait-il avec tant de douceur, tant d'attention, alors que pour moi il ne restait que le mépris et l'indifférence? Ces questions me rongeaient, m'empêchaient de trouver le sommeil, me faisaient pleurer seule dans le silence de la nuit. Je me regardais dans le miroir et je ne voyais qu'une femme prématurément fatiguée, aux yeux creusés par les larmes, à la peau terne, aux cheveux sans éclat. Je me comparais à l'image de cette jeune femme radieuse que j'avais aperçue à la fenêtre et je me sentais comme un objet usé, un fruit pressé puis jeté. L'estime de soi, lorsqu'elle est piétinée ainsi, met du temps à renaître. C'est un travail minutieux, ramasser les fragments et tenter de les recoller un à un, en sachant que rien ne sera plus jamais pareil. Et moi, à ce moment-là, j'étais encore très loin de commencer à reconstruire mes morceaux. J'étais toujours au cœur du cyclone, ballotté par la force de la douleur et de la colère. Mais comme dit le dicton, rien de mauvais ne dure éternellement et rien de bon ne s'éteint complètement. Au milieu de toute cette obscurité, une petite lumière a commencé à scintiller au bout du tunnel. Une idée folle, effrayante et pourtant irrésistible. Je devais rencontrer cette Solange, non pas pour me battre, ni pour lui arracher les cheveux comme beaucoup l'auraient fait à ma place, mais pour comprendre. Pour chercher peut-être une réponse à mes angoisses, ou simplement pour voir de près la femme qui avait réveillé chez Marcel des sentiments qu'il ne m'avait jamais accordés. Je savais que c'était dangereux. Mais ma vie était déjà un danger permanent. Alors, qu'avais-je à perdre? Et c'est avec cette idée insensée en tête que j'ai commencé à planifier mon prochain mouvement. Un pas qui me rapprochait du précipice, mais qui pourrait aussi, qui sait, m'indiquer un chemin pour m'en sortir. Car lorsqu'on est au fond du puits, toute corde qui apparaît devient une chance à saisir,
même si l'on ignore si elle supportera notre poids ou si elle nous laissera tomber encore plus bas. Et moi, j'étais prête à m'accrocher à une corde étrange, une corde portant le nom de Solange. Cette période fut sans doute l'une des plus sombres de toute mon existence. La sensation d'être trahie, remplacée, réduite à rien par l'homme avec qui j'avais partagé ma vie était une torture quotidienne. Le pire était de devoir continuer à faire semblant que tout allait bien. Sourire aux voisines, maintenir la maison impeccable, servir le dîner à mon bourreau comme si rien ne s'était passé. C'était un effort surhumain, une représentation constante qui m'épuisait autant physiquement qu'émotionnellement. Et pourtant, j'ai tenu bon. Je ne sais pas d'où je puisais cette force, mais je tenais. Peut-être était-ce cet entêtement berrichon, cette carapace que l'on forge pour se protéger des intempéries de la vie. Ou peut-être simplement l'instinct de survie, celui qui pousse à lutter jusqu'au dernier souffle, même quand tout semble perdu. Ainsi, nourrissant ma douleur et ma colère, cultivant cette idée folle de retrouver Solange, j'ai continué à vivre un jour après l'autre. Attendant le moment propice pour agir, sachant qu'un jour, tôt ou tard, quelque chose devait se produire. Cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Soit je me laissais engloutir par cette mer de tristesse, soit je trouvais un moyen de remonter à la surface et de respirer à nouveau. Moi, Arlette, malgré tout, je voulais encore respirer. J'avais encore beaucoup de bois à brûler dans cette vie. Et Marcel allait encore devoir avaler beaucoup de fumée venant de mon feu. Et on rumine, n'est-ce pas? Cette idée de retrouver Solange s'était incrustée dans ma tête comme un feu de termite, rongeant mes pensées jour et nuit, sans me laisser de répit. Un mélange de désespoir et de colère froide, une émotion que je n'avais jamais connue, s'emparait de moi. Je devais agir. Je ne pouvais plus rester là à regarder le temps s'écouler entre mes doigts comme du sable fin. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, ni ce que j'allais dire. Peut-être créer un scandale, crier dans la rue pour que tout le voisinage sache que cette femme était une voleuse de mari, ou peut-être voulais-je simplement la regarder, voir la femme qui m'avait volé le peu de paix qu'il me restait. Je savais juste que je devais y aller, affronter la situation une bonne fois pour toutes avant qu'elle ne me dévore entièrement. Ce fut un mardi somnol, Marcel était parti à la capitale pour des affaires importantes liées à la pharmacie, des affaires dont je connaissais parfaitement la nature. J'ai trouvé le courage. J'ai pris ce petit argent que je gardais précieusement grâce à mes coutures, et j'ai appelé le même chauffeur de taxi que la dernière fois, un homme discret qui ne posait jamais de questions. J'ai donné l'adresse de la petite maison jaune de la rue des Acacias, dans la ville voisine, et je me suis lancé dans le trajet, l'estomac noué et les mains moites. Chaque mètre parcouru était un nœud de plus dans ma gorge. Que dirais-je? Comment réagirait-elle? Et si Marcel arrivait par surprise? 1000 pensées me tourmentaient, mais la décision était prise. Je ne ferais pas demi-tour. Lorsque le taxi s'arrêta au coin de la rue, mon cœur semblait vouloir sortir de ma poitrine. J'ai demandé au chauffeur d'attendre et je suis descendu, les jambes aussi molles qu'une tige de blé. J'ai avancé lentement vers la maison, la même petite maison bien entretenue que la dernière fois, avec ses fleurs aux fenêtres qui semblaient sourire, se moquant de mon malheur. J'ai inspiré profondément 3 fois. J'ai prié Dieu et tous les saints de me donner la force. Puis j'ai frappé à la porte. 1, 2, 3 coups légers, ma main tremblante. La porte s'est ouverte. Elle était là. Solange, plus jeune que moi, comme je l'avais remarqué précédemment, avec ses longs cheveux tombant sur ses épaules, une robe simple qui lui allait à merveille. Elle était jolie, impossible de le nier. Mais ce qui attira vraiment mon attention, ce n'était pas sa beauté. C'était son regard. Un regard fatigué, triste, presque apeuré, qui ne correspondait pas au sourire que j'avais vu à la fenêtre quelques jours plus tôt. Et il y avait autre chose. Sur son bras, presque caché par la manche de sa blouse, une marque violette, discrète mais qui, pour moi qui connaissais bien les signes, criait plus fort que n'importe quel mot. Un hématome. Cela me surprit. Je m'attendais à trouver une coquette effrontée, une femme sûre d'elle qui détruisait les foyers. Mais devant moi se tenait une femme qui semblait aussi effrayée, voire plus, que moi. L'air de supériorité que j'avais répété pour me préparer à la confrontation disparut instantanément. Nous sommes restés là, immobiles, à nous fixer dans un silence qui semblait s'étirer à l'infini. L'air était si chargé que l'on aurait pu le trancher au couteau. Alors, je me suis forcé à rassembler le peu de courage qu'il me restait. Ma voix tremblante mais décidée a fini par sortir, un peu étranglée, je suis la femme de Marcel. Ses yeux se sont ouverts en grand, et son visage a perdu toute couleur. Elle a voulu parler, mais aucun son n'est sorti.
On aurait dit qu'elle avait avalé sa langue. Tandis que moi, je restais là, figée, incapable de savoir quoi dire ensuite. La confrontation que j'avais imaginée, pleine de cris et d'accusations, n'allait pas avoir lieu. Le scénario était tout autre, complètement différent de celui que j'avais répété encore et encore dans ma tête. La femme devant moi n'était pas la méchante que je m'étais imaginée. Elle n'était qu'une autre victime, peut-être encore plus fragile que moi. Soudain, toute cette colère que je ressentais envers elle a commencé à se dissiper, laissant place à un sentiment inattendu, un mélange de compassion et de reconnaissance. C'était comme me voir dans un miroir, contempler ma propre douleur reflétée dans ses yeux. Et là, mes amis, l'inattendu s'est produit. Solange, la femme que j'étais venue haïr, s'est effondrée. Elle a commencé à pleurer, là, à la porte de sa maison, des sanglots convulsifs, désespérés, qui venaient du fond de son âme. Au milieu de ses larmes, elle a commencé à parler, à libérer tout ce qui étouffait sa gorge. Elle m'a raconté que Marcel la contrôlait de toutes les manières possibles, qu'il pouvait passer d'une douceur presque sucrée à une violence brutale en un instant. Il lui promettait sans cesse de quitter sa femme, disait que j'étais malade, que notre mariage était un enfer et qu'il attendait simplement le bon moment pour se débarrasser de moi et rester avec elle. Mais ce moment n'arrivait jamais. Les promesses étaient sans cesse repoussées, les excuses répétitives. Elle, la pauvre, y croyait, continuait d'espérer, de se bercer d'illusions. Elle m'a raconté qu'il l'humiliait aussi, la traitait d'idiote et d'incompétente, lui répétait qu'elle ne serait rien dans la vie sans lui. Parfois, quand il avait trop bu, il devenait agressif, cassait des objets, et parfois levait la main sur elle. Les hématomes sur son bras en étaient la preuve vivante. Pire encore, il l'avait isolée de tout le monde. Ses amis, il leur trouvait toujours un défaut. Sa famille, qui vivait loin, ne pouvait pas lui rendre visite sous prétexte que c'était une perte de temps et d'argent. Elle était aussi seule que moi, aussi prisonnière, mais dans une cage différente. La mienne était celle du mariage respectable. La sienne, celle de la maîtresse illusionnée. Mais au fond, nous étions deux femmes, torturées par le même homme, par le même bourreau. Pendant qu'elle parlait, je sentais un nœud se défaire en moi. Cette colère aveugle que j'avais envers elle se transformait en une compréhension profonde, en une empathie que je n'aurais jamais cru pouvoir éprouver pour quelqu'un d'autre. Je ne voyais plus en elle une rivale, ni une ennemie. Je voyais une compagne d'infortune, une sœur de souffrance. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus complètement seule au monde. Il y avait enfin quelqu'un qui connaissait la vraie nature de Marcel, au-delà du masque de l'homme respectable qu'il montrait à la société. Nous sommes restés des heures dans ce petit salon simple, assises côte à côte, à parler, à pleurer, à vider nos cœurs l'une à l'autre. C'était comme ouvrir les vannes d'un barrage et laisser s'échapper toute l'eau sale accumulée depuis des années. Peu à peu, nous avons découvert que Marcel employait exactement les mêmes stratégies de manipulation avec nous deux. Les mêmes promesses creuses, les mêmes accusations injustes, le même jeu cruel de chaud et froid pour nous garder dépendantes et désorientées. C'était un maître dans l'art de briser l'estime de soi d'une femme, de nous faire sentir responsables de tout ce qui allait mal. Et nous, chacune à notre manière, étions tombées dans son piège, avions cru à ses mensonges, étions réduites à néant par lui. Cette conversation fut douloureuse, mais paradoxalement libératrice. Car là, dans ce petit salon jaune, deux femmes qui auraient dû se haïr se découvraient alliées, se renforçaient mutuellement, réalisaient qu'elles n'étaient pas seules face à ce monstre. Je sais que certains penseront que la maîtresse n'avait pas sa place, que j'aurais dû la gifler ou provoquer un scandale. Mais je doute que quiconque, à ma place, voyant une autre femme subir les mêmes tourments à cause du même homme, ne ressente pas au moins un peu de compassion. Si vous pensez que j'avais tort de ressentir cela, osez cliquer sur « Je n'aime pas ». Mais si vous comprenez que la douleur partagée crée des liens plus forts que le sang, appuyez sur ce pouce en l'air. Car c'est cette douleur, mes amis, cette souffrance commune, qui a commencé à tisser un fil invisible entre moi et Solange. Un fil qui allait devenir une corde assez solide pour nous arracher toutes les deux du gouffre dans lequel Marcel nous avait jetés. Quand je suis sortie de chez Solange, il faisait presque nuit. Le chauffeur de taxi m'attendait au coin de la rue, sans doute pensant que j'avais disparu dans la nature. Mais je n'étais plus seule. J'avais trouvé une alliée inattendue, une complice dans mon malheur. Pour la première fois depuis longtemps, une petite lueur d'espoir brillait en moi, une étincelle qui me disait que, peut-être, nous pourrions inverser la situation. La lutte serait immense, je le savais. Marcel n'était pas un adversaire facile à battre. Mais désormais, je n'étais plus seule.
Deux lionnes blessées lorsqu'elles s'unissent peuvent causer des dégâts considérables. Et c'était exactement ce que nous allions commencer à planifier, les dégâts dans la vie de Monsieur Marcel. Cette conversation avec Solange avait bouleversé toutes mes certitudes. Je suis rentrée chez moi ce jour-là en me sentant différente. L'Arlette qui était entrée dans cette maison jaune, remplie de haine et le cœur à vif, n'était plus la même qu'en ressortant des heures plus tard. La tristesse était toujours présente. La blessure de la trahison ne s'était nullement évaporée. Pourtant, quelque chose de nouveau s'était mêlé à ma peine. C'était ce sentiment de camaraderie d'avoir rencontré quelqu'un qui savait exactement ce que je traversais. Et cela, mes amis, n'a pas de prix. Se savoir pas seule, pas folle, pas la seule à subir les outrages d'un misérable procure déjà un immense soulagement. C'était comme si un poids énorme s'était envolé de mes épaules. Dans les jours qui suivirent, Solange et moi avons commencé à nous voir en cachette. Nous étions prudentes pour ne pas éveiller de soupçons. Ce furent des rencontres brèves et discrètes. Parfois sur la petite place près de l'église. Parfois dans un café à l'écart du centre. À chaque rendez-vous, notre alliance devenait plus solide. Nous partagions tout ce que nous savions de Marcel. Ses habitudes, les mensonges qu'il soufflait à l'une et à l'autre. Petit à petit, nous reconstituions un puzzle macabre. L'image qui en ressortait montrait un homme encore plus calculateur et cruel que ce que nous avions imaginé. C'était un manipulateur hors pair. Un acteur qui savait exactement quelle corde tirer pour nous faire danser à son rythme. Nous avons découvert qu'il dilapidait l'argent que je lui avais confié. Les économies héritées de ma mère servaient à faire vivre sa double vie avec Solange. Il lui offrait des présents onéreux et des dîners dans des restaurants chics. Pendant ce temps, à la maison, je mangeais du pain noir en comptant les sous pour joindre les deux bouts. À Solange, il jurait que tout venait des affaires supplémentaires à la pharmacie ou d'investissements secrets. Mensonge sur mensonge. C'était un château de cartes bâti sur notre détresse et notre naïveté. Le plus révoltant fut de discerner son schéma d'abus. Il appliquait la même méthode sur nous deux. D'abord il isolait. Il nous éloignait de qui aurait pu nous soutenir. Ensuite il érodait notre estime de soi. Il nous rendait dépendantes de lui. Puis, quand nous étions suffisamment fragilisés, il imposait son contrôle total. Les menaces et la violence psychologique venaient pour achever le travail. C'était froid, méthodique et impitoyable. Et nous, deux femmes d'âge différents, nous étions tombés dans ce piège identique. Au fil du temps, notre complicité a pris une autre tournure. Nous ne parlions plus seulement de Marcel et de ses manigances. Nous évoquions nos vies brisées, nos rêves égarés, nos espoirs fanés. De cette douleur commune a jailli une amitié improbable. Un lien bâti sur le respect mutuel et la certitude que l'une pourrait compter sur l'autre. Je l'avoue, quelque chose d'autre a aussi commencé à poindre. Une tendresse différente, un attachement qui dépassait l'amitié. Peut-être la carence d'affection, peut-être la consolation que deux âmes meurtries se reconnaissent et se soignent. Je ne saurais le décrire précisément. Je sais seulement que, dans les bras de Solange, j'ai trouvé une paix et une acceptation inédites pour moi. C'est lors d'une de ces rencontres où nous avions tout mis à nu que nous avons pris une décision. Une décision appelée à modifier le cours de notre existence. Nous avons choisi de ne plus être des victimes silencieuses. Nous avons juré de ne plus pleurer en secret. Nous allions lutter. Nous allions trouver le moyen de nous débarrasser de Marcel. Mais pas n'importe comment. Nous lui ferions payer chaque larme, chaque humiliation, chaque nuit volée. Nous renverserions son pouvoir. Et nous le ferions ensemble. Désormais, nous savions que nous n'étions plus seuls. Nous avions l'une l'autre. La revanche s'installait en nous comme une force plus puissante que toutes les armes que Marcel pouvait brandir. La vengeance commençait à se tisser, point après point, avec le fil de notre colère et de notre espérance. Et cet ouvrage-là promettait d'être réalisé avec un soin méticuleux. Ainsi, dans ce décor immobile, une alliance inattendue prenait forme, une alliance qu'aucun homme, même très rusé, n'aurait pu prévoir. Solange et moi, l'épouse trahie et la femme de l'ombre, nous sommes devenus soudés comme les doigts d'une main. Nos rendez-vous secrets constituaient notre refuge et notre état-major. Nous nous retrouvions parfois dans la sacristie après la messe, prétextant allumer des cierges pour les saints. D'autres fois, nous nous cachions près du vieux pont sur la Loire, à l'écart des regards. À chaque échange, à chaque confidence, notre entente se consolidait. Nous reprenions les manigances de Marcel comme on épluche une bête, nous sanglotions en évoquant les humiliations et nous préparions, avec froide détermination, le jour où il avalerait toutes les larmes qu'il nous avait arrachées.
Au creux de cette connivence et de ces soins mutuels a germé aussi une autre forme d'affection, une attirance qui réchauffait corps et cœur, fatigué de tant de froideur et de mépris. Ce n'était pas une idylle de cinéma. C'était plutôt une manière de recouvrer un morceau de vie intime et d'affection que Marcel nous avait dérobé. C'était comme retrouver une source dans le désert, un sanctuaire où l'on pouvait exister sans peur ni jugement. Solange, qui conservait une liberté de mouvement que je n'avais plus, m'a progressivement dévoilé d'autres abjections de l'homme. Il ne se contentait pas d'être un mari cruel et un amant sans scrupules. C'était pire encore. Elle m'a appris, les yeux écarquillés, qu'il vendait parfois des médicaments proches de la date de péremption en les présentant comme neufs à des vieillards incapables de vérifier. Elle m'a raconté qu'il gonflait les factures envoyées à la mutuelle locale, inscrivant des prix bien au-dessus de la valeur réelle des préparations et empochant la différence. Et le plus révoltant, c'était qu'il détournait des médicaments sous ordonnance à bande rouge. Ces produits exigeaient des prescriptions spéciales mais il les revendait au noir, sans facture ni aucune traçabilité. Sa clientèle clandestine était composée d'une poignée d'habitués fortunés de serre. Des gens qui ne voulaient surtout pas que leur nom apparaisse lié à ces achats, mais qui, eux, avaient besoin de ces substances pour tenir ou dormir. C'était un système sale et dangereux susceptible de mettre en péril la santé de beaucoup de monde. Marcel, lui, s'en moquait complètement. Pour lui, seul comptait le flux d'argent qui gonflait ses poches, quel qu'en soit le prix humain. Quand Solange m'a confié tout cela au bord de la Loire, une colère noire m'a envahi. Je me suis rendu compte que l'homme qui me brisait à la maison était aussi un risque pour toute la ville. Assises face au courant, nous avons pris une décision claire. Nous n'allions pas simplement le quitter ni fuir son emprise. Nous voulions qu'il paie pour chaque escroquerie, pour chaque préjudice, pour chaque vie mise en péril par sa cupidité. Nous avons choisi de le ruiner socialement et financièrement plutôt que de salir nos mains en le tuant. Nous voulions attaquer ce qui lui tenait le plus à cœur, sa réputation d'homme respectable, et reprendre notre liberté. Notre projet était réfléchi et mesuré, conçu pour être efficace, oserais-je dire, savoureux. C'est ainsi que notre collecte de preuves a commencé. Solange, plus jeune et habile avec les papiers, s'est transformée en enquêtrice discrète. Avec une prudence extrême, elle photocopiait les ordonnances trafiquées qu'il laissait sur le bureau de la pharmacie. Elle relevait les plaques des belles voitures qui venaient la nuit récupérer des boîtes interdites. Et une fois, profitant d'un moment d'inattention, elle a même réussi à photographier des boîtes de médicaments périmés que Marcel faisait remettre en circulation. Chaque note, chaque cliché, chaque petit bout de papier devenait une pièce supplémentaire de notre arsenal. Pendant ce temps, chez moi, dans ma prison dorée, je n'étais pas restée inactive. J'ai fouillé dans ses affaires, j'ai ouvert des tiroirs qui semblaient toujours verrouillés pour moi. Et là, caché parmi de vieux papiers, j'ai trouvé un carnet fatigué, à la couverture décolorée. Il contenait ses comptes écrits en code, des symboles et des abréviations que lui seul comprenait. C'était la comptabilité parallèle, le registre secret de ses malversations. J'ai apporté le carnet à Solange et nous avons passé des heures à en scruter chaque ligne. Nous avons tenté de déchiffrer ces gribouillis et ces abréviations comme on remonte un fil. Peu à peu, la logique du truand s'est révélée à nous et l'ampleur du préjudice est apparue. Nous rassemblions des preuves comme des fourmis amassent des feuilles pour la fourmilière. Puis, un incident presque anodin a failli anéantir tout notre travail. Ironiquement, cet événement fut aussi le déclencheur qui nous donna l'élan nécessaire pour passer à l'acte. Marcel a commencé à se douter de quelque chose. Il n'était pas aussi obtus qu'on pouvait le croire. Il avait remarqué que j'avais changé, que l'Arlette soumise et pleurnicharde avait laissé la place à une femme plus silencieuse. Il avait noté une lueur nouvelle dans mon regard et une certaine fermeté dans ma voix. Il a dû s'imaginer que je complotais, peut-être que j'avais un amant. Je n'ai jamais su ce qui a traversé sa tête malade. Et puis est venue la plus grande des bassesses qu'il a tentées contre moi et qui, ironiquement, a scellé son sort. Un dimanche après-midi, après une dispute plus violente que d'habitude pour une futilité, il s'est tourné vers moi. Avec son sourire de reptile, il m'a lancé qu'il s'inquiétait pour ma santé mentale. « Tu es étrange ces temps-ci », a-t-il dit, « tu parles de travers, tu as le regard perdu. » Il a ajouté qu'il avait consulté le docteur Armand, un ami à lui à l'asile, et que celui-ci recommandait quelques examens. Il a suggéré que je passe quelques jours là-bas pour me reposer, me remettre. À l'entendre, mon sang s'est glacé. Il prévoyait de m'interner, de me faire passer pour folle pour m'écarter de la vie. Son plan était de me neutraliser,
de me transformer en ombre pendant qu'il poursuivait sa double vie et ses combines. Il voulait ainsi s'accaparer l'héritage légué par ma mère et m'effacer à jamais. À cet instant, toute la crainte qui me restait s'est muée en une colère sourde et intense. J'ai senti une rage bouillonner en moi, prête à tout renverser. Mais je ne me suis pas effondrée. Je l'ai regardé droit dans les yeux de vipère, et j'ai arboré le sourire le plus froid que j'ai pu forger. « Vraiment, Marcel, tu me prends pour folle ?» ai-je demandé d'une voix calme. L'imbécile a cru m'intimider et m'a répété que c'était « pour mon bien ». Il ignorait que le « bien » qu'il voulait m'infliger allait porter un autre nom à partir de ce soir-là. Je suis partie chez Solange la nuit même pour tout lui raconter, la menace d'internement comprise. Elle a été horrifiée, mais elle a aussi perçu la chance que cela représentait. C'était l'instant où jamais, m'a-t-elle dit, il fallait agir sans délai. Nous n'avions plus le loisir d'attendre. Nous avons alors tissé notre plan de représailles avec soin, colère et une part d'espérance. Le lendemain soir, un lundi, Solange a joué son rôle. Elle a convié Marcel à dîner chez elle et a préparé son plat favori. Elle a sorti du bon vin et a tout mis en scène avec des attentions feintes et des promesses creuses. Elle l'a cajolé, a multiplié les gestes de séduction et a rempli son verre sans qu'il se doute de rien. Vaniteux comme il était, il s'est laissé prendre, tombant dans le piège comme un novice. Il a tout bu, se croyant invincible et irrésistible. Et quand il était déjà bien éméché, presque en train de s'assoupir sur sa chaise, Solange a envoyé le signe prévu, un léger clignotement à la fenêtre. Moi, dissimulée dans la rue derrière la maison, je suis entrée par l'arrière comme une voleuse de nuit. Marcel gisait affalé sur le canapé, respirant lourdement comme un marin après la tempête. Nous n'avons pas perdu une seconde. Nous avons fouillé son portefeuille et récupéré des papiers qui complétaient enfin notre dossier, des notes de compte bancaire dans une autre ville que nous ignorions. Puis est venue la phase la plus périlleuse et aussi la plus savoureuse de notre stratégie. Nous avons sélectionné les éléments les plus accablants de nos documents. Des ordonnances trafiquées pour des substances soumises à contrôle, des petits paquets de comprimés destinés à la vente clandestine, tout cela a été disposé soigneusement dans la voiture de Marcel. Nous avons utilisé un double fond découvert dans la boîte à gants pour dissimuler une partie des preuves. Une partie identique a été cachée dans un tiroir à double fond de la pharmacie, dans une petite réserve arrière où presque personne ne mettait les pieds. Nous savions que la police, en menant l'enquête, tomberait sur ces éléments et n'aurait aucun doute quant à sa culpabilité. Oui, c'était risqué. Je n'en disconviens pas, mais nous n'avions plus rien à perdre. Le lendemain matin, bien avant que Marcel ne se réveille, que l'ivresse ne le protège et qu'il tente de me faire interner, la mécanique était déjà lancée. Une amie de Solange, une jeune femme de confiance vivant à Bourges, a posté à l'aube des enveloppes brunes sans expéditeur. L'une a été déposée sur le bureau du commissaire de Sansk, un nouveau venu dans la ville réputé pour ne pas être de mèche avec les notables locaux. Une autre enveloppe a été remise à la rédaction du journal municipal, ce petit quotidien qui vivait de potins mais que tout le monde lisait. La troisième, la plus cruciale, a été envoyée à l'ordre des pharmaciens dans la capitale. Dans chaque paquet, une copie soignée de notre dossier accompagnée d'explications précises, des ordonnances falsifiées, des photos de boîtes périmées, des extraits du carnet de Marcel et la liste des plaques des voitures des clients VIP. Nous n'avons signé aucune dénonciation, mais le contenu était si détaillé et accablant qu'il ne pouvait être balayé d'un revers de main. Quand ce monstre a menacé de m'enfermer comme folle pour s'approprier mon héritage et me réduire au silence à tout jamais, quelque chose en moi a basculé. Dites-moi, pensez-vous que Solange et moi avons eu tort de placer ces preuves de façon à ce qu'il soit pris et puni pour nos larmes accumulées? Réfléchissez, car parfois la justice exige d'utiliser les mêmes instruments sales que ceux que l'on nous a imposés. Et nous deux étions prêtes à tout pour voir Monsieur Marcel assumer le prix de ses forfaits. Le lendemain devait marquer le début de la fin pour lui et le commencement d'une existence nouvelle pour nous. Restait à savoir si notre montage tiendrait ou si nous sombrerions avec lui. Mais une chose était certaine, nous ne céderions pas sans riposter. L'adrénaline de ces instants, la peur mêlée à l'excitation de remuer un nid aussi dangereux, avait quelque chose d'enivrant. En même temps, cette sensation de pouvoir était inconnue pour moi. Moi, l'épouse effacée, j'étais là au cœur de la nuit, fouillant dans les affaires de mon mari, plantant des éléments compromettants et lui tendant un piège. Et Solange, celle qui aurait dû être ma rivale, était devenue ma complice, ma partenaire dans cette entreprise risquée. La vie a des scénarios que même le plus habile des scénaristes de feuilleton ne pourrait inventer.
Et le nôtre atteignait son point culminant, ce moment où l'on retient son souffle, incertain de ce qui va suivre. Nous avions accompli notre part. Nous avions lancé l'appât. Il ne restait plus qu'à attendre et voir si le gros poisson mordrait. Et quelle morsure nous espérions, mes amis, une morsure à arracher l'hameçon et tout le reste. Je me rappelle qu'après avoir disposé toutes les pièces, Solange et moi nous sommes embrassés au milieu de ce petit salon, avec Marcel étendu sur le canapé, inconscient de tout. Ce fut une étreinte longue et silencieuse, celle de deux personnes qui viennent de traverser un pont périlleux et se retrouvent de l'autre côté, sans savoir exactement ce qui les attend. Il y avait de la peur dans cette étreinte, bien sûr, la peur de ce qui allait advenir, la peur des conséquences. Mais il y avait aussi une complicité profonde, une reconnaissance mutuelle pour avoir trouvé dans l'autre la force que nous n'avions pas seuls. Et, pourquoi le nier, une certaine fierté. Fierté d'avoir affronté notre tyran, d'avoir retourné la situation contre un homme qui se croyait si rusé et si puissant. Nous n'étions que deux femmes, deux faibles, comme il aimait le répéter. Mais nous allions lui montrer la force que deux femmes unies peuvent déployer. Je suis rentrée chez moi cette nuit-là le cœur battant, mais avec une étrange sensation de paix. J'avais accompli ce qui devait être fait. J'avais franchi le premier pas vers ma libération. Le reste dépendait maintenant du destin, de la police, du journal et de l'ordre des pharmaciens. Je ne savais pas si notre plan réussirait. Je ne savais pas si Marcel serait attrapé ou puni. Mais je savais une chose, je ne serais plus jamais la même Arlette qu'avant. Cette Arlette-là était morte cette nuit, emportée avec la peur et la soumission. Et celle qui naissait était une Arlette nouvelle, plus forte, plus endurcie, il faut l'avouer, peut-être un peu plus dangereuse. Car lorsque la peur disparaît, mes amis, on devient capable de tout. Et moi, j'avais perdu la peur. Marcel ferait bien de se tenir sur ses gardes. Son règne touchait à sa fin. Le lendemain matin, la ville s'est réveillée dans une agitation qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Le facteur n'avait même pas fini de déposer les enveloppes anonymes que le téléphone du commissariat se mettait déjà à sonner sans interruption. Le nouveau commissaire, celui qui ne se laissait mener par personne, a ouvert le paquet et découvert les documents, nom, date, montant, plaque d'immatriculation. Ses yeux se sont écarquillés de stupeur. Le petit journal local s'est régalé, trouvant là un potin juteux qui se vend comme de l'eau dans le désert. L'ordre des pharmaciens à la capitale n'a pas tardé non plus à réagir. Quand ils ont constaté les preuves des médicaments contrôlés vendus clandestinement, des boîtes périmées avec la date falsifiée, tout s'est embrasé. Monsieur Marcel, le citoyen modèle, le pharmacien respecté, a senti la chaleur de la panique monter en lui. La police a rapidement frappé à la porte de sa pharmacie avec un mandat de perquisition. Et, comme nous l'avions préparé avec soin, ils ont trouvé le tiroir à double fond. Dans sa voiture, dans la boîte à gants, d'autres ordonnances suspectes et des notes compromettantes attendaient d'être découvertes. Marcel, voyant les policiers entrer, est devenu pâle comme un linge. Il a tenté de jouer au malin, prétendant qu'il s'agissait d'un complot destiné à lui nuire. Mais les preuves étaient écrasantes et avec la pression du journal qui publiait déjà des articles cinglants et l'ordre des pharmaciens sur ses talons, il n'avait aucun échappatoire. Le tout-puissant Marcel a été arrêté sur place, devant ses employés, ses clients et toute la ville rassemblée pour assister à la scène. Ce fut une humiliation totale, une sorte de purification pour nous. Son procès a été long, truffé de manœuvres d'avocats et des subtilités permises par la justice des puissants. Mais la vérité était trop flagrante et l'accumulation de preuves trop écrasantes pour qu'il s'en sorte. Il a perdu sa pharmacie, qui a été fermée par décision officielle. Il a perdu sa licence professionnelle. Ses amis de la haute société, ceux qui achetaient ses médicaments sous le manteau, ont fait semblant de ne jamais l'avoir connu. Il a perdu sa réputation, ce nom respectable qu'il chérissait tant. Il est devenu la risée de la ville, l'escroc de serre. Et pour moi, le plus important, j'ai enfin obtenu mon divorce. Ce ne fut pas simple. Il a encore tenté de me piéger, affirmant que j'étais folle et que je ne méritais rien. Mais au milieu du scandale dans lequel il était embourbé, la justice a fini par me donner raison. J'ai obtenu une petite partie de nos biens, le reste étant lié à ses dettes et escroqueries. Cela suffisait pour acheter cette maison modeste où je vis aujourd'hui, avec mon jardin, mes fleurs, ma tranquillité et Solange, mes amis. À Solange, après la tempête, elle a décidé qu'elle ne pouvait plus rester à Serres. La ville était trop petite pour elle et les souvenirs de Marcel trop lourds. Elle voulait repartir à zéro, dans un endroit où personne ne la connaissait, être simplement Solange,
libre du passé de maîtresse de Marcel. J'ai compris sa décision, bien que mon cœur se soit serré de nostalgie. Nous nous sommes dit au revoir avec une longue étreinte, une promesse muette de ne jamais nous oublier. Et nous ne nous sommes pas oubliés. Pendant des années, nos lettres ont traversé les kilomètres, portant nouvelles, soucis et joie. Chaque mot était empreint d'affection, de complicité, de cette amitié née dans la douleur et qui avait fleuri dans l'espoir. Puis, lorsque le téléphone est devenu plus courant, nous avons continué à nous parler de temps en temps. Notre relation amoureuse, ce refuge au milieu de la tempête, s'est transformée avec le temps en une amitié solide, fiable, une de celles sur lesquelles on peut compter éternellement. Ou peut-être a-t-elle toujours été cela, une amitié si forte qu'elle débordait en attention, en soins, en affection. Ce qui importe, c'est que Solange a laissé une trace indélébile dans ma vie. Une marque de gratitude, de complicité et d'amour à sa manière. La vie après Marcel n'a pas été un chemin de roses du jour au lendemain. Les cicatrices du passé restent, comme des tatouages gravés dans l'âme. Certains jours elles font plus mal, d'autres moins, mais elles rappellent toujours ce que nous avons traversé, ce que nous avons surmonté. Je n'ai rien oublié, ni les humiliations, ni la peur, ni les larmes. Mais j'ai appris à ne plus laisser ces souvenirs me tenir prisonnière. Je suis devenue plus réservée. Plus méfiante envers les autres. J'ai pris le temps d'ouvrir mon cœur. Mais je suis aussi devenue une femme avec une force tranquille, une paix intérieure que plus personne ne pourra m'ôter. J'ai appris à apprécier les petites choses, le soleil du matin sur ma véranda, l'odeur du café fraîchement moulu, le silence de ma maison, la beauté obstinée de mes pourpiers. J'ai compris que la liberté, mes amis, la vraie liberté d'être soi, de faire ses choix, de ne devoir de compte à personne, n'a pas de prix. Et de toute cette histoire, de ce chaos que la vie m'a imposé, j'ai tiré des leçons que je porte encore aujourd'hui et que j'essaie de partager avec ceux qui veulent écouter. La première, aucune femme ne doit s'effacer à cause d'un homme, peu importe l'amour ou la dépendance. Nous devons avoir notre propre vie, nos rêves, notre voix. S'effacer pour faire briller l'autre éteint un jour notre lumière, et il ne reste que l'ombre. La deuxième leçon, rester vigilante aux signes. Une relation abusive ne commence jamais par un coup violent. Elle commence par une blague de mauvais goût, un contrôle déguisé en attention, un isolement présenté comme protection. Si votre cœur s'alarme, si votre instinct crie, écoutez-le. Fuyez tant qu'il est encore temps, car une fois prise dans la toile, s'échapper devient bien plus difficile. La troisième leçon, peut-être la plus précieuse, l'union entre femmes est une force capable de renverser n'importe quel géant. On nous élève souvent pour nous voir en compétition, pour transformer chaque femme en rivale. C'est un piège du système, une peur de ce que les femmes peuvent accomplir ensemble. Car lorsque nous nous soutenons, lorsque nous partageons nos douleurs et nos forces, rien ne peut nous arrêter. Aucun homme ne vaut votre paix. Et si la vie vous piège, cherchez une femme qui vous comprend, qui a vécu l'épreuve ou qui a juste un cœur pour écouter et tendre la main. 2 lionnes ensemble font plus de dégâts qu'une armée. Et Solange et moi l'avons prouvé à nos dépens. Nous avons montré à cette canaille de Marcel et à tous les autres que l'on ne joue pas avec des femmes, et que la justice, même tardive, même à notre manière, finit toujours par arriver. De nos jours, je ne suis pas une conférencière célèbre. Je ne fais pas la une des journaux ni ne donne d'interviews à la télévision. Ma vie se déroule ici, dans mon petit refuge, entourée de mes plantes, de mes animaux et de mes souvenirs. Pourtant, de temps à autre, une jeune femme du voisinage, la fille d'une amie, ou une connaissance frappe à ma porte. Elles viennent chercher une oreille attentive, un conseil, un peu de réconfort. Elles arrivent le cœur lourd, les yeux remplis de doutes et de peur. Et moi, j'écoute. J'écoute avec calme, patience, le cœur ouvert. Je ne leur livre pas de recettes toutes faites. Je ne leur dis pas ce qu'elles doivent faire. Je leur raconte seulement un fragment de mon histoire. Pas tout, bien sûr, juste assez pour qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules. Que d'autres ont traversé l'ombre et ont survécu. Et dans leur cœur, je plante une petite graine de courage, une étincelle pour ne pas se laisser abattre, pour se battre pour leur bonheur et leur dignité. Si une seule d'entre elles réussit à sortir d'une mauvaise passe grâce à mes mots, alors toute ma lutte, toute ma souffrance, aura valu la peine. Car la vie n'a de véritable sens que lorsqu'on parvient à changer, ne serait-ce qu'un peu, la vie de quelqu'un d'autre. Je suis Arlette de Sancerre, et ceci est la tranche la plus amère et pourtant la plus libératrice de ma vie. L'histoire de comment un mari démon m'a conduite à découvrir un ange sous les traits de sa maîtresse, et comment,
Ensemble, nous avons renversé la situation pour trouver la paix. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires de vie, de lutte et de revanche comme la mienne, de femmes comme moi qui ont affronté la dureté du monde sans jamais céder, alors abonnez-vous à la chaîne Sagesse de Mamie. Chaque semaine, une nouvelle histoire pour vous émouvoir et vous inspirer. Et n'oubliez pas de cliquer sur les carrés qui apparaissent à l'écran maintenant. Vous y trouverez encore plus d'histoires de femmes guerrières, des femmes qui ont affronté la vie avec la force que seules nous, les femmes, connaissons. Un bisou sur le cœur de chacun d'entre vous, et que Dieu vous garde.